racing up, but he's swung around other parts of the track for a third. That's... In the sport, as unfortunately Moto2. Dans le monde de la MotoGP et du Grand Prix, où tout se joue à la milliseconde et où chaque rotation de la poignée d'accélérateur peut décider de la gloire ou de la tragédie, la vitesse n'est pas seulement une passion, c'est une foi, une religion pour ceux qui vivent et meurent sur la piste. Dans les virages inclinés au ras du sol, là où les pneus effleurent l'herbe, les spectateurs vibrent devant la beauté du mouvement, le rugissement des moteurs, les dépassements impossibles qui font battre le cœur plus fort. Mais derrière cette lumière aveuglante se cachent les ombres de la peur, de la perte et des larmes. C'est un univers où la frontière entre la vie et la mort est d'une minceur effrayante, où la moindre erreur peut coûter la vie. La MotoGP a connu des combats épiques, mais aussi des silences déchirants après des accidents qui ont glacé le monde entier. Les héros tombés laissent derrière eux bien plus qu'une place vide sur la grille. Ils marquent à jamais l'histoire de ce sport. Ces noms, prononcés avec respect et douleur, rappellent que ces pilotes n'étaient pas seulement des champions, mais des symboles de courage, de dévouement et de cette croyance insensée que la vitesse peut mener à l'éternité, même au prix du sacrifice ultime. À travers les décennies, chaque tragédie est devenue une leçon. Après chaque chute fatale, les règles se sont renforcées, les technologies de sécurité ont progressé, et le monde entier a appris à respecter davantage la vie sur deux roues. Pourtant, malgré tous les progrès, le danger rôde toujours, caché dans chaque virage, prêt à rappeler que personne ne maîtrise entièrement son destin. Certains accidents ont brisé le cœur des passionnés. L'image d'un casque roulant sur l'asphalte, le drapeau rouge flottant dans le vent, ou ces secondes de silence où tous les pilotes baissent la tête, ces instants sont devenus les symboles d'un chagrin collectif. Le monde de la MotoGP s'est souvent demandé « Cela vaut-il vraiment la peine de risquer sa vie pour quelques instants de gloire ?» Mais si l'on posait la question à ces pilotes, la réponse serait toujours la même, oui, car pour eux, la vitesse est la raison d'être. Ils sont nés pour la défier, pour l'embrasser, même si cela ne dure qu'un instant. Au fil de plus d'un demi-siècle, certains noms sont devenus immortels. Daijiro Kato, Shoya Tomizawa, Marco Simoncelli, Luis Salom, Jason Dupasquier. 5 vies, 5 destins, 5 chapitres sombres mais essentiels. Chacun est tombé différemment, mais tous partageaient la même passion brûlante pour la course, la même foi inébranlable dans le pouvoir de la vitesse. Cette histoire n'est pas seulement celle des accidents, c'est une exploration du courage humain et de ses limites. Chaque virage, chaque chute, chaque dernier souffle raconte quelque chose de plus grand. La fierté, le rêve et la beauté tragique de vivre au bord de l'abîme. Ces drames ont fait pleurer le monde, mais ils ont aussi forgé la légende de la MotoGP, un univers où la vitesse n'est pas qu'une mesure, mais une émotion, une âme. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, ce n'est pas la peur que nous ressentons, mais la mémoire. Car chacun de ces pilotes a laissé une trace, une leçon, une flamme. Ils sont partis, mais leur esprit continue de vivre à travers le rugissement des moteurs, les virages audacieux et les dépassements insensés. Voici leur histoire. Celle des 5 tragédies mortelles les plus terrifiantes de l'histoire de la MotoGP et du Grand Prix, le récit de ceux qui ont fait de la vitesse leur destin et de la mort leur éternité. Daijiro Kato, Suzuka 2003, quand le génie du Japon est tombé sur sa terre natale, le 6 avril 2003, le circuit de Suzuka, au Japon, vibrait sous les drapeaux, les cris et la fierté nationale. C'était le début d'une nouvelle saison de MotoGP et tout un pays attendait le triomphe de son héros silencieux, Daijiro Kato. Pilote discret, souriant, à la fois humble et redoutable sur la piste, Kato venait de rejoindre la catégorie reine après avoir écrasé le championnat 250 avec 11 victoires en une seule saison, un record absolu. Pour Honda, il représentait l'avenir, pour les Japonais, il était le symbole d'une génération prête à rivaliser avec les légendes européennes. Mais en quelques secondes, le rêve se transforma en cauchemar. Au 3e tour du Grand Prix, dans la fameuse courbe 130R, l'une des plus rapides et des plus dangereuses du monde, sa Honda RC 211V perdit brutalement l'adhérence à près de 200 km/h. Kato fut projeté de sa moto et percuta de plein fouet le mur en béton bordant la piste. L'impact fut si violent que le bruit des moteurs sembla s'éteindre. Le public se figea, les commissaires de piste coururent vers lui. Il gisait immobile sur l'asphalte, sans réaction. Transporté d'urgence à l'hôpital de Yokkaichi, il fut plongé dans le coma avec de graves blessures à la tête, au cou et à la poitrine.
les médecins luttèrent pendant 2 longues semaines. Le 20 avril 2003, Daijiro Kato s'éteignit. Il avait 26 ans. Le Japon pleura son champion comme on pleure un héros tombé au combat. Dans le paddock, les visages étaient fermés, les yeux rougis. Le choc fut immense, et pour la première fois depuis longtemps, la MotoGP se remit profondément en question. Le circuit de Suzuka fut vivement critiqué pour ses murs trop proches, ses zones de dégagement trop étroites, son manque de marge d'erreur. Après l'enquête officielle, la direction de la MotoGP décida de ne plus jamais y revenir. Ce drame marqua la fin d'une ère et le début d'une réflexion nouvelle sur la sécurité. Ses amis et rivaux, comme Valentino Rossi ou Sergio Berno, le décrivaient comme un homme doux, presque timide, mais transformé en guerrier dès qu'il montait sur sa moto. Dans le paddock, il était respecté pour sa sérénité et sa discipline. Les fans japonais l'appelaient le « samouraï silencieux », celui qui parlait peu mais laissait ses chronos parler pour lui. Kato incarnait la grâce et la dignité d'un champion qui n'avait besoin d'aucune arrogance pour briller. Après sa mort, Honda installa un petit mémorial dans son atelier. Sa moto, la RC2A1V, fut conservée telle qu'elle était ce jour-là, un symbole figé du courage et de la fragilité humaine. Son fils, Daijiro Jr., choisit plus tard de courir à son tour avec le numéro 74, celui que MotoGP décida de retirer à jamais en hommage à son père. Et chaque année, lors des courses d'endurance de Suzuka, les mécaniciens déposent encore des fleurs au pied de sa photo, où l'on peut lire « Forever 74 ». La mort de Daijiro Kato reste l'un des souvenirs les plus douloureux, mais aussi les plus marquants de l'histoire moderne de la MotoGP. Elle rappela au monde que, même avec la technologie la plus avancée, aucun pilote n'est à l'abri lorsque la vitesse dépasse les limites humaines. Il est tombé sur sa terre natale, au milieu des acclamations devenues silence. Mais grâce à son sacrifice, la MotoGP devint plus sûre, plus consciente, plus humaine. Daijiro Kato, le jeune homme tranquille du Japon, a offert sa vie pour que d'autres puissent continuer à courir et à rêver en toute sécurité. Shoya Tomizawa, Misano 2010. Quand la foi de la jeunesse est brisée sur la piste, le 5 septembre 2010, le soleil doré baignait le circuit de Misano, en Italie. Les tribunes étaient pleines, les fans chantaient, l'ambiance était électrique. C'était la nouvelle ère du Moto2, une catégorie tout juste née, appelée à devenir le futur de la MotoGP. Parmi tous ces jeunes talents, un nom brillait plus que les autres, Shoya Tomizawa. Le jeune japonais de 19 ans incarnait la pureté du sport, avec son sourire sincère, sa voix douce et son regard plein d'énergie. Aimé de tous dans le paddock, il n'était pas seulement un pilote prometteur, mais un garçon attachant, toujours poli, toujours reconnaissant. Quelques mois plus tôt, au Qatar, il était devenu le tout premier vainqueur d'une course Moto2, entrant ainsi dans l'histoire. Il symbolisait l'espoir d'un renouveau pour le Japon, après les années sombres du sport motocycliste. Personne ne pouvait imaginer que ce même garçon serait bientôt le protagoniste de la première tragédie de cette nouvelle génération. Au 12e tour du Grand Prix de Misano, Tomizawa roulait en 4e position. Le rythme était soutenu, la piste parfaitement sèche, tout semblait sous contrôle. Puis, sans avertissement, le pneu arrière de sa Suter perdit soudain l'adhérence à plus de 200 km/h. En une fraction de seconde, Shoya fut projeté au sol, directement sur la trajectoire principale. Derrière lui arrivaient 2 autres pilotes, Scott Redding et Alex De Angelis, lancés à pleine vitesse. Ils n'eurent pas le temps de réagir. Le choc fut terrible, insoutenable. Le corps du jeune japonais fut projeté sur plusieurs mètres avant de rester immobile au milieu de la piste. Les spectateurs se figèrent, les moteurs continuaient de rugir, mais plus personne ne respirait. Les commissaires de piste se précipitèrent, la course fut neutralisée. Tomizawa fut transporté d'urgence au centre médical du circuit, puis à l'hôpital de Rixione. Les médecins se battirent de toutes leurs forces, mais les blessures étaient trop graves, multiples fractures, traumatismes crâniens, hémorragies internes. Quelques heures plus tard, le verdict tomba. Shoya Tomizawa est décédé. Il n'avait que 10 à 9 ans. La nouvelle se répandit dans le paddock comme une onde de choc. Les mécaniciens pleuraient, les journalistes baissaient la tête, les pilotes restaient silencieux. Tony Elias et Julien Simon furent vus en larmes dans leur box. Valentino Rossi, témoin du drame, resta muet, incapable de parler. C'était un des jours les plus sombres de l'histoire moderne de la MotoGP. Et ce qui rendait cette tragédie encore plus douloureuse, c'est qu'elle n'était pas le résultat d'une erreur insensée ou d'un excès de témérité, seulement d'un infime glissement de pneus
d'un instant qui a suffi pour briser une vie. Après l'accident, les critiques furent vives. Pourquoi la course n'avait-elle pas été immédiatement arrêtée par un drapeau rouge? Pourquoi avait-on déplacé Tomizawa dans un état aussi critique? Ces questions provoquèrent une remise en question profonde du système de sécurité. La FIM et Dorna décidèrent alors de réviser en profondeur les protocoles médicaux, d'urgence et de signalisation. Sans le vouloir, Shoya Tomizawa avait ouvert la voie à une nouvelle ère de sécurité dans le sport moto. Mais au-delà de la tragédie, Tomizawa demeure un symbole de pureté et de passion. Ceux qui l'ont connu disent qu'il souriait tout le temps, qu'il remerciait chaque membre de son équipe après chaque séance, même quand il chutait. Il ne voulait rien d'autre que rouler, sentir la moto vibrer sous lui, vivre pour la course. Son enthousiasme était contagieux, sa joie sincère. Un an plus tard, au Grand Prix de Misano 2011, avant le départ, tous les pilotes observèrent une minute de silence. Le vent faisait claquer les drapeaux, et pas un mot ne fut prononcé. À l'entrée du paddock, une plaque commémorative porte désormais son nom. Au Japon, il reste connu comme l'enfant souriant de la vitesse. Shoya Tomizawa est mort jeune, mais son héritage vit encore, comme un rappel que la vitesse, aussi belle et fascinante soit-elle, exige parfois le prix le plus élevé, la vie elle-même. Marco Simoncelli, Sepang 2011, quand le monde entier retint son soufflet. Le 23 octobre 2011, le circuit international de Sepang, en Malaisie, était brûlant de chaleur et de tension. Le soleil écrasait la piste, les moteurs rugissaient et des dizaines de milliers de spectateurs remplissaient les tribunes. C'était l'avant-dernière manche du championnat MotoGP et tous les regards étaient tournés vers Marco Simoncelli, le jeune Italien à la chevelure indomptable, au sourire éclatant et au style de pilotage aussi audacieux que spectaculaire. Il n'était pas simplement un pilote, il était un phénomène. Avec son tempérament fougueux et sa sincérité désarmante, il incarnait la passion à l'état pur. À seulement 24 ans, il était considéré comme l'un des plus grands espoirs du motocyclisme italien, promis à un avenir glorieux. Mais ce dimanche d'octobre, le destin en décida autrement. Dès le départ, Simoncelli montra son talent et sa détermination. Il se battait dans le groupe de tête, affrontant sans peur des pilotes chevronnés comme Colin Edwards et Valentino Rossi, son ami et idole. Au deuxième tour, dans le virage numéro 11, alors qu'il tentait de défendre sa position, la roue, avant de sa Honda RC 212V, perdit soudainement de l'adhérence. La moto s'inclina brusquement. Pendant un instant, on crut qu'il allait simplement glisser hors de la piste. Mais Simoncelli, poussé par l'instinct et l'orgueil du combattant, tenta désespérément de redresser la moto pour continuer. Ce réflexe héroïque, presque automatique, devint son arrêt de mort. Au lieu de sortir de la trajectoire, sa moto revint vers l'intérieur, sur la ligne idéale, au moment précis où Colin Edwards et Valentino Rossi arrivaient à plus de 180 km/h. L'impact fut effroyable. Les deux motos percutèrent Simoncelli de plein fouet. Son casque se détacha, son corps heurta violemment l'asphalte et glissa plusieurs mètres avant de s'immobiliser. En une fraction de seconde, la frénésie du circuit céda la place à un silence de plomb. Les commentateurs se turent, les fans restèrent figés. Sur les écrans de télévision du monde entier, des millions de téléspectateurs retenaient leur souffle. Les secours arrivèrent immédiatement, le drapeau rouge fut brandi, la course annulée. Dans le paddock, Valentino Rossi resta immobile, le visage livide. Fausto Gresini, le patron de l'équipe, s'effondra en larmes. Quelques minutes plus tard, la nouvelle tomba. Marco Simoncelli était mort. Les blessures à la tête, au cou et à la poitrine étaient trop graves. Il avait succombé sur le coup. La nouvelle fit l'effet d'un tremblement de terre. En Italie, les journaux interrompirent leur programme, les fans se rassemblèrent dans les rues de Coriano, son village natal, beaucoup en larmes. À Sepang, personne ne quitta les tribunes. Sur les réseaux sociaux, un message simple se répandit à travers le monde. « Ciao, Supersic ». Valentino Rossi, bouleversé, déclara plus tard « J'ai perdu un petit frère ». Le drame de Simoncelli fut un tournant pour la MotoGP. Jamais auparavant la mort n'avait frappé en direct, sous les yeux de millions de spectateurs. Elle rappela brutalement à tous que, malgré les progrès technologiques, la frontière entre la vie et la mort sur une moto reste infime. Après cet accident, la FIM et Dorna révisèrent de fond en comble les protocoles de sécurité, amélioration des casques, des combinaisons airbag, des procédures médicales.
Mais ces avancées avaient un prix, celui du sacrifice d'un jeune homme que tout le monde aimait. Marco Simoncelli était une contradiction vivante, téméraire mais sincère, impulsif mais profondément humain. Il riait fort, parlait sans détour et pilotait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dans une de ses dernières interviews, il avait dit « Si je tombe, au moins ce sera en me battant ». Et il est tombé, en se battant, le cœur en feu, fidèle à lui-même jusqu'au bout. Après sa mort, le numéro 58 fut retiré à jamais. À Coriano, une statue fut érigée. Marco, casque à la main, sourire au visage, les cheveux flottant au vent. Chaque année, des milliers de fans viennent y déposer des fleurs, allumer des bougies et se souvenir. Et à chaque course, quand les moteurs grondent et que la tension monte, on a l'impression que quelque part, entre le bruit et le vent, Supersic est toujours là, libre, souriant, éternel. Marco Simoncelli est mort à 24 ans, en pleine ascension, mais il n'a jamais vraiment disparu. Il a quitté la piste pour entrer dans la légende, celle du courage, de la joie de vivre et de l'amour absolu pour la vitesse. Luis Salom, Catalunya 2006. La chute fatale du virage 12, le 3 juin 2016, le soleil brillait sur le circuit de Catalunya, près de Barcelone. L'air était chaud, le ciel d'un bleu parfait, et la tension montait alors que les pilotes de Moto2 participaient à la séance d'essai libre. Luis Salom, un jeune pilote espagnol originaire de Majorque, âgé de 24 ans, travaillait comme toujours avec une concentration absolue sur sa Calex du team SAG Racing. Il n'était peu, être pas une superstar, mais dans le paddock, tout le monde le respectait. Salom était un travailleur acharné, un homme discret, gentil et déterminé. On l'appelait El Mexicano pour son style de pilotage courageux, presque obstiné. Avec 9 victoires en Moto 3 et plusieurs podiums en Moto 2, il représentait l'avenir du motocyclisme espagnol. Mais cet après-midi-là, en une fraction de seconde, son destin bascula à jamais. Il était 15h55. Pendant son 13e tour d'essai, Salom s'élança à pleine vitesse dans la longue courbe du virage 12. À environ 170 km/h, il freina un peu plus tard que d'habitude, à peine 6 mètres, une erreur infime mais fatale à cette vitesse. La roue avant perdit soudainement l'adhérence, la moto glissa brutalement et alla percuter la barrière. L'impact fut d'une violence inouïe. La Calex rebondit contre le mur et heurta le pilote de plein fouet. En quelques secondes, la piste se couvrit de poussière et de silence. Quand les commissaires de piste arrivèrent, Salom gisait immobile. Il respirait encore, faiblement. Les secours commencèrent immédiatement les manœuvres de réanimation avant de le transporter à l'hôpital général de Catalunya. Mais quelques heures plus tard, la terrible nouvelle tomba. Luis Salom était mort des suites de graves blessures au thorax et à l'abdomen. La stupeur figea tout le paddock. Personne ne parla. Valentino Rossi déclara doucement « Nous avons perdu un ami, un vrai guerrier ». Marc Marquez, qui avait grandi avec lui dans les compétitions juniors, pleura en silence. Le soir même, le garage du team SAG resta plongé dans l'obscurité. Devant la porte, une photo de Luis, souriant, fut placée avec ces mots « Siempre 39, pour toujours le 39 ». Dès le lendemain, la direction de la MotoGP lança une enquête complète. Les ingénieurs analysèrent les données et les images de la caméra embarquée. Ils découvrirent que la barrière de protection du virage 12 était trop proche de la piste. À peine quelques mètres séparaient l'asphalte du mur, sans zone de dégagement suffisante. La décision fut immédiate. Le reste du week-end se déroulerait avec le tracé de Formule 1, comprenant une chicane avant ce virage, afin de réduire la vitesse à cet endroit. À partir de 2017, ce tracé modifié devint la configuration officielle de la MotoGP à Barcelone, un changement majeur né de la tragédie de Luis Salom. Salom n'était pas un pilote téméraire, il était méthodique, réfléchi et incroyablement travailleur. Ses amis racontaient qu'il parlait peu, mais qu'il n'abandonnait jamais. Quelques jours avant le drame, il avait écrit sur ses réseaux sociaux « Chaque tour est une petite étape de plus vers mon rêve ». Après sa mort, cette phrase fit le tour du monde, symbole d'une passion sincère et d'un courage tranquille. Ses funérailles eurent lieu à Palma de Majorque. Des milliers de personnes, pilotes, mécaniciens, fans, vinrent lui rendre hommage. Son casque rouge fut déposé sur le cercueil. Lors du Grand Prix suivant, à Assen, tous les pilotes de Moto2 portèrent un brassard noir et sur la grille, la moto numéro 39 fut placée seule, drapée du drapeau espagnol.
Personne ne franchit cette ligne. Lui, Salom, est mort à 24 ans, dans la fleur de l'âge, mais son nom est à jamais gravé dans l'histoire du sport. Son accident a transformé la sécurité du MotoGP et sauvé sans doute des vies. Depuis ce jour, la courbe numéro 12 de Barcelone est surnommée le virage de Salom. Chaque année, lorsque les motos passent à cet endroit, les pilotes savent que là, un d'entre eux est tombé et que grâce à lui, il roule aujourd'hui sur une piste plus sûre. Lui, Salom, n'a pas laissé de titre ni de fortune, mais il a laissé un héritage. Par son sacrifice, il a rendu le sport qu'il aimait plus humain. Il est tombé pour que les autres puissent continuer à se relever. Et dans chaque rugissement de moteur, son esprit, discret et courageux, vit encore, porté par le vent de la vitesse qu'il aimait tant. Jason Dupasquier, Mugello Alfan wa Wahid wa Ashroun, le rêve en chevet du jeune Suisse. Le 29 mai 2021, le soleil baignait le circuit de Mugello, en Toscane. Après des mois de silence dus à la pandémie, la MotoGP retrouvait enfin son public, ses couleurs et le rugissement des moteurs. Dans la catégorie Moto 3, un jeune pilote suisse se préparait pour la séance de qualification, Jason Dupasquier, 19 ans à peine. Pour beaucoup, il n'était encore qu'un espoir, un nom parmi d'autres, mais pour ceux qui le connaissaient, il représentait l'avenir, un talent rare venu d'un pays où la course moto n'a jamais été une tradition. Avec son regard doux, son sourire discret et ses cheveux en bataille, Jason semblait plus rêveur que guerrier. Pourtant, derrière cette douceur, brûlait une passion farouche, celle de devenir le premier grand pilote suisse à briller dans l'univers de la MotoGP. Lors de la deuxième séance de qualification, Kit 2, Jason entama un tour rapide. En abordant la célèbre Arrabbiata 2, une courbe à droite à plus de 220 km/h, la roue arrière de sa KTM perdit soudain l'adhérence. La moto se déstabilisa et il fut violemment projeté au sol. Mais le drame ne faisait que commencer. Quelques fractions de secondes plus tard, deux pilotes, Ayumu Sasaki et Jeremy Alcoba, arrivaient à pleine vitesse derrière lui. Ils n'eurent aucun moyen de l'éviter. Le choc fut terrible. Les motos s'éparpillèrent en morceaux et le corps de Jason fut projeté sur la piste. Les caméras coupèrent aussitôt les images, les commentateurs se turent. Le silence s'installa sur tout le circuit. Les secours arrivèrent immédiatement. Les médecins travaillèrent plus de 30 minutes sur place, tentant de le réanimer, tandis que la tension était palpable dans tout le paddock. L'hélicoptère médical finit par le transporter à l'hôpital Careggi de Florence. Il était dans le coma, entre la vie et la mort. Toute la nuit, la communauté du sport moto pria pour un miracle. Mais le lendemain matin, le 30 mai 2021, la nouvelle tomba comme un coup près. Jason Dupasquier était mort, victime de graves traumatismes crâniens. Il avait 19 ans. La nouvelle bouleversa le monde de la MotoGP. Avant le départ du Grand Prix, tous les pilotes, Moto 3, Moto 2 et MotoGP, se rangèrent côte à côte sur la grille pour une minute de silence. Sur l'écran géant du circuit, apparut le visage souriant de Jason, accompagné de ces mots « Forever 50 », son numéro de course. Beaucoup pleurèrent. Valentino Rossi écrivit sur les réseaux sociaux « C'est inimaginable. Un garçon gentil, courageux et respectueux. Aujourd'hui, la MotoGP a perdu une partie de son âme. » Fils de Philippe Dupasquier, ancien pilote de course route, Jason avait hérité de la passion de son père, mais pas de son tempérament. Il était calme, réfléchi et perfectionniste. Ses mécaniciens racontaient qu'il arrivait toujours le premier sur la piste et repartait le dernier. En 2021, il commençait à se faire un nom, enchaînant les bons résultats et les top 10. Mugello devait être son week-end, celui où il espérait décrocher son premier top 5. Mais le destin en décida autrement. Son accident provoqua une onde de choc. Malgré les progrès constants en matière de sécurité, combinaisons à airbag, casques renforcés, barrières intelligentes, la catégorie Moto 3, où les jeunes pilotes roulent en groupe serré à plus de 200 km/h, reste l'une des plus dangereuses. Après le drame, la FIM et Dorna modifièrent les protocoles. Plus d'espace entre les pilotes pendant les qualifications, davantage de supervision et des programmes de formation renforcés pour les plus jeunes. Jason, sans le vouloir, avait une fois de plus rappelé que le courage a toujours un prix. En Suisse, les drapeaux furent mis en berne. Dans sa ville natale de Bulle, des centaines de personnes se rassemblèrent pour ses funérailles. Sur son cercueil, recouvert du drapeau rouge à croix blanche, on posa son casque marqué du numéro 50. À Mugello, des fleurs furent déposées sur le lieu de l'accident, au virage Arrabbiata 2, désormais lieu de recueillement. Jason Dupasquier
est mort jeune, mais son souvenir continue de vivre à chaque rugissement de moteur. Il n'est pas mort par imprudence, mais par amour, l'amour d'un sport qu'il vénérait. Aujourd'hui encore, lorsque le vent souffle sur les collines toscanes, on dit qu'on peut sentir sa présence, légère, apaisée, libre. Le jeune Suisse qui rêvait de conquérir la MotoGP n'a pas disparu. Il est devenu éternel, porté par la passion de ceux qui, après lui, continuent à courir. 5 accidents, 5 destins, 5 hommes unis par une même passion, la vitesse. Daijiro Kato, Shoya Tomizawa, Marco Simoncelli, Luis Salom et Jason Dupasquier, leurs noms ne sont pas seulement gravés sur des plaques commémoratives. Ce sont des âmes immortelles de la MotoGP, des esprits qui sont tombés entre le rugissement des moteurs et les regards de millions de spectateurs pour rappeler au monde qu'au-delà de la gloire, derrière chaque virage, se cache toujours cette frontière fragile entre la vie et la mort. Tous avaient un point commun. Aucun d'eux n'est mort par témérité ou vanité. Ils sont morts par amour, un amour absolu, viscéral, pour leur machine, pour la piste, pour ce sentiment unique de liberté totale lorsqu'on dépasse ses propres limites. C'est un amour qui exige tout jusqu'à la dernière respiration. Car pour eux, chaque tour de piste n'était pas seulement une compétition, c'était une part de leur existence. Leur disparition a changé l'histoire de la MotoGP. Après Kato, la discipline n'est jamais retournée à Suzuka. Après Tomizawa, les protocoles de drapeau rouge et d'intervention médicale ont été réécrits. Après Simoncelli, les équipements de sécurité ont été repensés. Après Salom, le tracé de Catalunya a été définitivement modifié. Et après Dupasquier, les règles de qualification et la formation des jeunes pilotes ont été révisées. Chacun d'eux est tombé, et de chaque chute est née une MotoGP plus sûre, plus humaine. Mais quelle que soit l'évolution de la technologie, rien ne remplacera jamais le cœur humain. Sur chaque circuit, dans le grondement des moteurs et dans le souffle du vent, leurs âmes sont encore là souriantes, bienveillantes, veillant sur ceux qui continuent. Elles nous rappellent que la vitesse s'accompagne toujours de responsabilité et que le courage n'a de valeur que lorsqu'il respecte la vie. Ces hommes ne sont pas seulement morts pour leur passion, ils ont vécu pour lui donner un sens. Et chaque fois que la MotoGP revient à Suzuka, Misano, Sepang, Catalunya ou Mugello, le monde du sport s'arrête un instant. Les regards se lèvent vers le ciel, comme pour écouter l'écho lointain de leur moteur. Peut-être, quelque part, sur une piste invisible du ciel, Kato s'incline encore dans un virage, Simoncelli hérite à plein poumon, Salom accélère, Tomizawa ouvre les bras au vent, et Jason Dupasquier poursuit le tour parfait qu'il n'a jamais pu terminer. La MotoGP n'est pas seulement un sport, c'est un pacte entre l'homme et la vitesse, un serment écrit avec du sang, de la sueur et de la foi. Et grâce à ceux qui sont tombés, la course continue, plus consciente, plus respectueuse, mais toujours aussi passionnée. Ils sont partis, mais ils ne sont pas absents. Car les légendes ne meurent pas, elles changent simplement de circuit pour courir ailleurs sur une piste sans douleur où il ne reste plus que le vent, la lumière et l'éternité au-dessus de la ligne d'arrivée.